J'essaie de vous présenter un tout petit peu comment le Conseil scientifique intervient, et en particulier dans cette question de la lutte contre les inégalités sociales et les déterminismes. Alors, vous rappelez d'abord que le Conseil scientifique a été créé en janvier 2018, mais qu'il existe maintenant par arrêté ministériel en mars 2021, qu'il est composé actuellement de 29 spécialistes de tous les domaines, 29 scientifiques, qui travaillent pro bono et en collaboration étroite, et c'est important, avec les membres des diverses administrations et directions des services et des opérateurs du ministère, et qu'il peut s'auto-saisir de questions, mais qu'il est également saisi par le ministre, comme c'est le cas actuellement pour la mission exigence des savoirs, et consulté également. Alors, ces missions sont multiples. D'abord, donc, l'objectif général, favoriser la prise en compte des apports de la recherche scientifique, de l'expérimentation et de la comparaison internationale dans le domaine éducatif. Faire comprendre qu'il y a un très vaste domaine de recherche, le plus rigoureuse possible, qui est pertinent pour prendre des décisions. Et donc aider à sélectionner sur la base de la littérature scientifique les actions qui ont fait leurs preuves, impulser de nouvelles expérimentations lorsqu'on ne connaît pas tout, et je crois qu'on verra aujourd'hui qu'il y a un très vaste champ de recherche, émettre des recommandations concrètes auprès des acteurs de l'éducation nationale et plus généralement promouvoir une culture de la recherche appliquée en éducation. Alors, je voudrais rappeler que le Conseil scientifique publie très régulièrement des synthèses les plus accessibles possibles. Je ne vais pas toutes les présenter, vous les trouverez toutes sur le site du Conseil scientifique, mais je voudrais rappeler, puisqu'on n'en parlera peut-être pas énormément aujourd'hui, que la première action contre les inégalités sociales, c'est l'élévation générale du niveau scolaire qui passe par de meilleures pédagogies et de meilleures évaluations les plus objectives possibles des performances des élèves pour pouvoir les aider. Et c'est dans ce contexte que le Conseil scientifique a été amené à aider l'ADEP à développer les évaluations nationales qui se développent. Et on ne sait pas toujours, mais ce document est très précieux pour comprendre les choix qui ont été faits en CP, en CE1, pour les tests particuliers qui ont été choisis. Ensuite, ça passe aussi par donc de bonnes méthodes d'apprentissage. Le sommeil en fait partie, et l'enseignement explicite, qui était l'objet du colloque précédent, en fait partie. Et ce document sur l'enseignement explicite est important. Il explique de quoi il s'agit, pourquoi ça fonctionne, quelles sont les données. Dans le sondage récent qui a été proposé aux enseignants il y a seulement quelques semaines, on voit que, je crois, ils sont pas loin de 70% à souhaiter un enseignement plus explicite. Ensuite, d'autres recommandations plus récentes encore, nous savons que pour lutter contre les inégalités, il faut commencer tôt, et que plus on commence tôt, plus on peut avoir des chances d'avoir un effet. Et dans ce domaine, il y a 2 rapports tout récents du Conseil scientifique sur la maternelle. L'intervention pour favoriser le vocabulaire et le langage en maternelle, et l'ouverture aux mathématiques à l'école maternelle et au CP. Et je vous recommande ces 2 documents. Il y a vraiment matière à faire de l'école maternelle, non pas une école avec des cours, avec des programmes, mais une ouverture très riche et renforcée lorsque ça n'est pas le cas dans les familles, le vocabulaire et l'ouverture aux mathématiques. Et puis, il y a encore d'autres documents, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout, mais sur l'apprentissage de la lecture, vous savez, ça fait partie des fondamentaux qui peuvent d'ores et déjà, en début de scolarité, créer des inégalités qui vont se propager ensuite dans tout le reste de la scolarité. Le dernier document du Conseil scientifique, Apprendre à lire, du décodage à la compréhension, enlève beaucoup, je pense, d'obstacles à la compréhension du bon enseignement de la lecture en réconciliant décodage et compréhension, en expliquant les rôles respectifs de ces 2 compétences fondamentales. Je voudrais retourner aussi à un document important qui a été coordonné par Yann Algan, qui date déjà d'il y a quelques années. Quel professeur au XXIe siècle? Vous recommandez très fortement ce document, même s'il est un peu épais. Mais j'ai toujours pensé que ce document, il est fondamental pour comprendre l'état de l'école et la spécificité de l'école française, mais aussi dans ses premières pages pour motiver pourquoi dans cette salle, et ceux qui nous écoutent aussi en ligne, nous sommes passionnés par l'éducation. Parce que l'éducation transforme profondément tout un pays, sur le plan économique, et Yann a rassemblé des éléments, mais sur tous les plans. Et il y a des graphiques dans ce texte qui sont absolument extraordinaires sur, par exemple, le niveau de confiance des personnes dans les autres, en fonction du niveau d'éducation des personnes, en fonction aussi de la qualité de l'éducation dans le pays, et en particulier de la collaboration qui est proposée entre élèves, plutôt qu'un enseignement magistral, vertical. Et vous voyez que la France occupe parfois sur ces graphes une position tout à fait particulière, très extrême, on le sait. La collaboration entre élèves et la confiance dans les autres, ainsi qu'en soi-même, on en parlera sous le terme de compétences socio-comportementales, psychosociales, c'est extrêmement important, et c'est un domaine dans lequel notre pays est
particulier et loin des autres, et dans lequel nous pouvons intervenir pour rattraper. Ça aura un impact considérable sur les inégalités sociales. Voilà, donc ce document est plein de choses extrêmement intéressantes et parfois peu connues sur la place particulière de la France, ici encore, sur la question de la nature de l'enseignement et des collaborations entre enseignants. Alors, vous pouvez les lire, tous ces documents, en PDF, ils sont tous disponibles sur le site du Conseil scientifique, mais vous pouvez aussi, si vous préférez, les lire en papier. Et une intervention de Joël Proust, ou plusieurs interventions de Joël Proust, nous ont rappelé que lire en papier, parfois c'est mieux, la mémorisation est meilleure, la profondeur de la compréhension est meilleure. Alors, on les publie aussi sous forme de petits livres, et il y en a un troisième qui est en gestation actuellement. Enfin, 2 points d'action supplémentaire du Conseil scientifique. Je vous incite fortement à vous inscrire à ce passeur de l'éducation nationale. C'est notre lettre qui permet de rentrer dans ces documents, de les expliquer de façon très accessible, très simple, avec des vidéos de Fred Courant, avec également des animations qui sont réalisées par Émilie de Crombec et ses collaborateurs. Et, pardon, je sais que j'oublie... Jérôme, voilà, bien sûr, Jérôme Hubert. Et nous avons donc là des vidéos extrêmement accessibles qui vraiment, je pense, permettre de commencer à rentrer dans ces documents et d'avoir envie ensuite de lire le document complet. On peut s'abonner au passeur et je vous incite vivement à le diffuser dans vos académies et dans vos lieux respectifs. Et puis finalement, une action qui est pertinente, je crois, pour aujourd'hui, pour la réduction des inégalités sociales, c'est une action qu'on a lancée depuis le départ du Conseil scientifique qui s'appelle « Les zéros ont du talent ». L'idée, très simple, c'est de rencontrer des personnalités rayonnantes, spéciales, de montrer la diversité des parcours et de montrer que ces personnes qui ont toutes eu une scolarité difficile, particulière, ça n'était pas évident au départ. Elles ont pu entendre « tu es nul, tu ne feras jamais rien de ta vie, tu es un zéro », etc. Et c'est toujours faux lorsqu'on regarde 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, c'est toujours faux. Il y a une diversité des parcours, mais il y a des gens merveilleux avec des perspectives différentes sur la vie. Il y a notamment l'interview de Thierry Marx, qui est absolument remarquable, ou la dernière qu'on a faite avec Zhang Zhang, la violoniste, qui a en fait une enfance de migration et de non-scolarisation. Mais voilà, donc l'idée, c'est de mettre en valeur la possibilité pour tous nos élèves d'y arriver, quel que soit leur milieu social et quel que soit aussi leur goût et leurs envies, sans créer nécessairement une hiérarchie univoque avec des élèves qui sont meilleurs que d'autres. La prochaine interview, vous allez la découvrir dans quelques jours, c'est Madame Leguluche, qui est ici en bas à gauche, qui est sortie de l'école sans savoir lire, ou sans savoir bien lire en tout cas, qui nous décrit une vie d'illettrisme, mais qui est encore capable de se transformer à 50 ans. Elle est devenue aujourd'hui une personne qui représente les associations de lutte contre l'illettrisme et qui publie sur ce sujet. Donc des personnalités vraiment particulières et qui nous rappellent l'importance aussi de la rencontre souvent avec un professeur, avec un enseignement particulièrement brillant qui sort ces élèves de la trajectoire, de la destinée peut-être qui aurait pu être la leur. Je termine là-dessus. Bienvenue donc dans ce colloque et Élise va immédiatement nous donner plus de détails sur l'organisation de la journée et les grands thèmes, l'après-midi plutôt. Merci beaucoup.